Pas un seul membre de ma famille à l'enterrement de mon mari, ils étaient tous à la fête de fiançailles de ma sœur. Mais alors qu'on mettait le cercueil en terre, mon téléphone s'est allumé. Un message de ma mère, il faut qu'on parle, c'est urgent, suivi de 22 appels manqués. Personne de ma famille n'était là. Pas un parent, pas une sœur, pas même ma meilleure amie. J'étais seule, à 32 ans, à regarder la terre humide de Lyon recouvrir le cercueil de mon mari. Autour de moi, des visages de circonstance, des collègues de Mathieu, quelques voisins, ses parents effondrés. Mais du côté de ma propre famille, un vide. Un silence assourdissant. Ils n'étaient pas là. Ils avaient tous choisi d'aller à la fête de fiançailles de ma sœur Chloé. Alors que la première pelletée de terre heurtait le bois du cercueil dans un bruit sourd et final, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de ma mère. Il faut qu'on parle, c'est urgent. Juste en dessous, 22 appels manqués. Avant de vous raconter toute l'histoire, cette histoire de trahison et de reconstruction, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Je me sens moins seule en sachant que quelqu'un, quelque part, m'écoute. Mon histoire avec Mathieu n'aurait jamais dû finir dans un cimetière sous la pluie. Elle avait commencé 10 ans plus tôt, sous les néants de la bibliothèque de l'Université Lyon 2. Il était étudiant en architecture, moi en design graphique. Il avait un sourire timide et des mains toujours tachées d'encre ou de fusain. Il venait de la Croix-Rousse, fils et petit-fils d'artisans soyeux, les Canuts. Son monde était fait de création, de passion et d'humilité. Le mien, celui de ma famille, était radicalement différent. J'ai grandi à Écully, dans une grande maison où les apparences comptaient plus que tout. Mon père était un industriel respecté, ma mère gérait notre vie sociale d'une main de fer. Pour eux, Mathieu était une anomalie. Un gentil garçon, certes, mais sans nom, sans fortune, sans avenir. Tu pourrais avoir tellement mieux, Élise, me répétait ma mère. Pense à ta situation. Un architecte qui rêve d'ouvrir un petit atelier. Ce n'est pas une vie. Ma sœur Chloé, de 2 ans ma cadette, était l'exemple à suivre. Elle faisait des études de droit, sortait avec des fils de bonne famille, et chaque réussite était célébrée comme un triomphe national. Mes projets de design, eux, étaient qualifiés de « gentils passe-temps ». J'ai ignoré leurs critiques. J'ai épousé Mathieu. Nous avons eu un petit mariage, financé par nos propres économies, dans une auberge de la région. Ma famille est venue, mais leur sourire était aussi rigide que leur costume. Chloé a passé la plupart de la réception sur son téléphone, levant les yeux seulement pour faire une remarque acerbe sur la simplicité du buffet. Pourtant, nous étions heureux. Terriblement heureux. Notre petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse était notre royaume. Il était rempli de livres, de plans d'architectes, de mes dessins et de l'odeur du café. Mathieu était plus qu'un mari. Il était mon plus grand supporter, celui qui croyait en mon talent quand même moi j'en doutais. Il était mon refuge contre le jugement constant de ma propre famille. Je savais qu'il ne l'aimait pas. Je savais qu'il me jugeait. Mais je n'aurais jamais pu imaginer jusqu'où leur indifférence pouvait aller. Une part de moi, cette petite voix intérieure qui avait grandi avec les déceptions, n'était même pas surprise de me retrouver seule ce jour-là. Et c'est peut-être ça, le plus effrayant dans toute cette histoire. L'habitude du chagrin. Mais ce jour-là, au cimetière, ce n'était plus du chagrin. C'était autre chose qui commençait à naître en moi. Quelque chose de froid et de dur. Ils n'avaient pas seulement été absents. Ils avaient fait un choix. Et ce choix allait tout changer. Pour toujours. Ils ne le savaient pas encore, mais leur absence à l'enterrement de mon mari n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de la leur. La fissure n'est pas apparue d'un coup. Elle était là depuis toujours, fine comme un cheveu, courant à travers les fondations de notre famille. La maladie de Mathieu n'a fait que l'élargir, la transformant en un gouffre béant. Tout a commencé 6 mois avant sa mort, par des maux de tête. Des maux de tête que nous mettions sur le compte du stress, des longues heures passées sur ses projets. Jusqu'au jour où il s'est effondré dans notre cuisine. Le diagnostic est tombé comme un coup près, glioblastome. Un cancer du cerveau agressif, stade 4.
Les médecins nous ont donné 1 an, peut-être moins. Le monde s'est arrêté de tourner. Ma première réaction, après avoir pleuré dans les bras de Mathieu, a été d'appeler ma mère. J'avais besoin d'elle. J'avais besoin de ma famille. Au téléphone, ma voix était brisée. Maman, Mathieu est très malade. C'est un cancer. Il y a eu un silence. Puis, sa voix, plate, sans émotion. Oh. C'est terrible. Vous avez demandé un deuxième avis ? Avant que je puisse répondre, elle a enchaîné. Au fait, Chloé vient d'avoir une promotion incroyable. Nous allons organiser une petite fête pour elle. Il faut absolument que tu sois là. Je me souviens avoir raccroché, le téléphone glissant de ma main. Pas un mot de réconfort. Pas une question sur Mathieu. Juste la promotion de Chloé. Encore et toujours Chloé. Cette conversation m'a ramené des années en arrière. J'avais 12 ans et j'avais passé un mois entier à construire une maquette détaillée du système solaire pour le concours de sciences de l'école. J'étais si fière. La veille du concours, Chloé, qui jouait dans le salon, a accidentellement trébuché et s'est écrasée sur ma maquette. Saturne a perdu ses anneaux, Mars a roulé sous le canapé. J'étais en larmes. Quand mes parents sont rentrés, ils ont vu le désastre. La réaction de ma mère ? Elle s'est tournée vers moi et m'a dit, « Élise, je t'ai dit 100 fois de ne pas laisser traîner tes affaires partout. » Chloé a eu un câlin. Moi, une punition. Amandine, ma meilleure amie, était là ce jour-là. Elle était venue pour m'aider à mettre la touche finale. Quand ma mère m'a grondé, Amandine a simplement baissé les yeux et fixé ses chaussures. Elle n'a rien dit. Cette dynamique n'a jamais changé. Chloé était le soleil, et j'étais une planète lointaine, oubliée dans l'ombre. Amandine, elle, a toujours gravité autour de la plus grande source de chaleur. Quand j'ai annoncé la nouvelle de la maladie de Mathieu à Amandine, sa réaction initiale a été parfaite. Des larmes, des promesses d'aide, des « je suis là pour toi ». Mais les semaines ont passé, et les promesses se sont évaporées. Quand je lui ai demandé de m'accompagner à une consultation importante, un rendez-vous où les médecins allaient nous parler des options de traitement, elle a hésité. « Oh, Élise ? Je ne sais pas si je peux. » C'est le jour où Chloé veut que je l'aide à choisir une tenue pour sa fête de promotion. C'est super important pour elle. L'importance. Voilà le mot-clé. La tenue de Chloé était importante. La vie de mon mari ne l'était apparemment pas. La fissure s'élargissait. Je pouvais presque entendre le craquement. À chaque appel ignoré, à chaque promesse non tenue, le gouffre entre mon monde et le leur devenait un peu plus profond, un peu plus sombre. J'étais en train de perdre mon mari, et je réalisais lentement que j'étais peut-être aussi en train de perdre tout le reste. La famille que je pensais avoir, l'ami que je croyais connaître, tout s'effritait sous mes yeux. Mais je m'accrochais encore à un fil d'espoir. Je me disais qu'il ne comprenait pas la gravité de la situation. Comment aurais-je pu deviner que ce n'était pas de l'incompréhension, mais un choix délibéré ? J'ai quitté mon travail. Mon poste de designer graphique dans une petite agence que j'adorais, mais que ma famille avait toujours qualifié de « hobby ». Il n'y avait pas de discussion possible. Chaque seconde de ma vie devait être consacrée à Mathieu. Les jours sont devenus une succession de rendez-vous médicaux, de nuits blanches à surveiller sa respiration, de tentatives désespérées pour lui faire manger quelque chose. Notre appartement, autrefois un havre de paix et de création, s'est transformé en une annexe de l'hôpital. Très vite, l'argent est devenu un problème. Le salaire de Mathieu s'est arrêté, le mien aussi. Les économies que nous avions mises de côté pour acheter une maison fondaient comme neige au soleil. Les factures médicales, même après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, s'accumulaient. C'était une montagne de papier, une angoisse constante qui s'ajoutait à la douleur de voir l'homme de ma vie s'affaiblir jour après jour. Les parents de Mathieu, un couple d'artisans à la retraite, ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont vidé leur livret A, sont venus s'installer dans un petit meublé à quelques rues de chez nous pour pouvoir se relayer à son chevet. Leur présence était un baume. Une démonstration silencieuse de ce que le mot « famille » voulait vraiment dire. Finalement, il n'y a plus eu le choix. Un nouveau traitement expérimental, une lueur d'espoir fragile, était disponible. Mais il n'était pas remboursé.
Le coût était exorbitant. J'ai ravalé ma fierté, ce reste de dignité qui m'interdisait de demander quoi que ce soit à ma famille, et j'ai appelé mon père. Au téléphone, sa voix était enjouée, celle d'un homme d'affaires qui vient de conclure un bon contrat. Je lui ai expliqué la situation, la voix tremblante, le cœur battant la chamade. C'est notre dernier espoir, papa. Il n'a pas hésité. Bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas. C'est une grosse somme, alors pour que tout soit en ordre, il faut juste que tu remplisses un dossier de prêt interne à l'entreprise. C'est une simple formalité. Envoie un email à ma secrétaire, elle te donnera les documents. Le soulagement m'a submergé. J'ai pleuré de gratitude. Une simple formalité. J'ai passé les 2 jours suivants à rassembler des papiers, à remplir des formulaires qui semblaient sortis d'un cauchemar administratif. C'était un dossier de 20 pages, demandant des détails sur notre situation financière que je ne connaissais même pas. J'ai tout envoyé. La réponse de sa secrétaire est arrivée le lendemain. Bonjour madame, monsieur votre père a bien reçu votre dossier. Cependant, il manque le relevé de vos comptes épargne des 6 derniers mois, ainsi qu'une projection de votre capacité de remboursement sur 5 ans. J'ai passé un autre jour à obtenir ces documents. Je les ai envoyés. La réponse est revenue. Madame, il nous faudrait également une attestation de la part de l'hôpital détaillant le protocole de soins et son coût prévisionnel, certifié par le chef de service. Chaque email était un nouveau mur. Poli, professionnel, mais infranchissable. Une semaine a passé. Une semaine pendant laquelle l'état de Mathieu se dégradait. J'étais au téléphone avec la secrétaire de l'hôpital, puis avec ma banque, puis avec la secrétaire de mon père. Je me sentais comme un hamster dans une roue, courant sans jamais avancer. Honnêtement, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné, insulté votre père? Ou auriez-vous continué à vous battre, en espérant un miracle? Dites-le moi dans les commentaires. Un soir, épuisée, j'étais assise à côté de Mathieu. Il était trop faible pour parler, mais il a pris ma main. Nous avons regardé un vieux film à la télévision, Le dîner de cons. Je me souviens qu'il a eu un petit rire silencieux à une des répliques. Il a serré ma main et a murmuré, « Au moins, on est ensemble, toi et moi. » Ces mots étaient un rappel de ce qui comptait vraiment. Le lendemain, le médecin nous a annoncé qu'il était trop tard pour commencer le nouveau traitement. La fenêtre d'opportunité s'était refermée. Mon père n'avait jamais dit « non ». Il avait fait pire. Il m'avait donné de l'espoir, puis il m'avait regardé me noyer dans la bureaucratie qu'il avait lui-même créée. Alors que j'étais assise dans le couloir de l'hôpital, le cœur en miettes, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix pétillante de joie. Elle avait une nouvelle absolument merveilleuse à m'annoncer. Tu ne devineras jamais. La voix de ma mère au téléphone était stridente de bonheur, un son qui contrastait violemment avec le silence aseptisé du couloir de l'hôpital. Grégoire a fait sa demande. Chloé est fiancée. J'ai fermé les yeux. Grégoire était le dernier d'une longue lignée de prétendants parfaits pour ma sœur. Un avocat fiscaliste dont la famille possédait la moitié des vignobles du Beaujolais. Le gendre idéal. Nous organisons une grande fête de fiançailles le week-end prochain, a-t-elle continué, sans même me laisser le temps de formuler une réponse. Dans la maison de campagne des parents de Grégoire. Ce sera magnifique. Traiteur, orchestre. Il faut absolument que tu sois là. Chloé veut que tu sois sa demoiselle d'honneur, bien sûr. Le week-end prochain. Le même week-end où les médecins m'avaient dit de me préparer. Préparer à quoi? Comment se prépare-t-on à dire adieu à l'amour de sa vie? Maman, ai-je réussi à articuler, la gorge serrée? Je ne peux pas. Mathieu, il ne va pas bien du tout. Les médecins disent que c'est une question de jours. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, réprobateur. Puis, sa voix a changé, devenant plus dure. Élise, ne sois pas égoïste. Ta sœur ne se fiance qu'une seule fois. C'est l'un des jours les plus importants de sa vie. Pense un peu à elle. Mathieu est malade depuis des mois, il comprendra sûrement que tu prennes une soirée pour ta famille. J'ai senti une vague de froid m'envahir.
L'incrédulité était si forte qu'elle en devenait physique. Égoïste? Maman, mon mari est en train de mourir. Tu dramatises toujours tout, a-t-elle soupiré, comme si je n'étais qu'une enfant capricieuse. Nous comptons sur toi. Ne déçois pas ta sœur. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée assise, le téléphone à la main, regardant le mur blanc en face de moi. Le monde n'avait plus aucun sens. La semaine qui a suivi a été la pire de ma vie. Mathieu déclinait rapidement. Il était maintenant sous morphine, dormant la plupart du temps. Les moments de lucidité étaient rares et précieux. Pendant ces quelques instants, il ne parlait pas de sa douleur, mais de moi. Promets-moi que tu seras heureuse, Élise. Promets-moi que tu continueras à dessiner. Je lui promettais tout, les larmes coulant sur mes joues, ma voix n'étant qu'un murmure. La veille de la fameuse fête de fiançailles, sa respiration est devenue rauque, difficile. L'infirmière m'a dit doucement que c'était la fin. La panique m'a saisie. Je ne pouvais pas affronter ça seule. J'ai appelé mes parents. Ils n'ont pas répondu. J'ai appelé Chloé. Sa messagerie vocale. En dernier recours, j'ai appelé Amandine. Ma dernière lueur d'espoir. Amandine, s'il te plaît, ai-je sangloté. Je crois que c'est pour cette nuit. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça toute seule. Sa voix, quand elle a enfin répondu, était lointaine, étouffée par un bruit de fond. C'était le son d'un sèche-cheveux. Oh, Élise? Je suis désolée. Je suis au salon de coiffure avec Chloé. On se prépare pour demain. Je lui ai promis que je serais avec elle toute la journée pour les préparatifs. Je ne peux vraiment pas la laisser tomber maintenant. Laisser tomber. Le mot a résonné dans ma tête. Mathieu est mort à 3h27 du matin. Ses parents et moi étions à ses côtés. Sa dernière respiration a été un souffle paisible. La douleur avait enfin disparu de son visage. J'ai tenu sa main, qui devenait lentement froide dans la mienne, jusqu'à ce que le soleil se lève sur Lyon. J'étais veuve. Et j'étais seule. Au lever du jour, j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message simple dans notre groupe de discussion familiale. Mathieu est parti cette nuit. J'attendais. J'attendais un signe, une once d'humanité. Mais la réponse que j'allais recevoir allait être pire que tout ce que j'avais pu imaginer. La première réponse est venue de mon père, 1 heure plus tard. Un message laconique. Sincères condoléances. Nous pensons à toi en ce jour difficile. Pas de « nous arrivons », pas de « de quoi as-tu besoin ?» Juste des mots. Des mots vides. Ma mère a suivi. Quelle triste nouvelle. Tiens-nous au courant pour l'enterrement. Grosse journée de préparatifs pour la fête aujourd'hui. Chloé, elle, n'a pas répondu du tout. Amandine a envoyé un message privé. Oh mon Dieu, Élise, je suis tellement désolée. Tu veux que je passe? Avant que j'aie pu répondre, un deuxième message est arrivé. En fait, Chloé a besoin de moi pour la décoration de la salle ce matin. Je peux passer après la fête ce soir? Je n'ai répondu à personne. À quoi bon? Les mots n'existaient plus pour décrire le gouffre qui venait de s'ouvrir entre nous. Les jours suivants ont été un brouillard de décisions administratives et de chagrin pur. Choisir une urne. Rédiger un avis de décès. Contacter les pompes funèbres. Chaque choix était un nouveau rappel de la finalité de la mort. Les parents de Mathieu étaient là à chaque étape, leurs yeux rougis par le chagrin mais leur soutien infaillible. J'ai fixé l'enterrement au mardi suivant. 3 jours après la fête de fiançailles. Je me disais que c'était un délai raisonnable. Leur précieuse célébration serait terminée. Ils n'auraient plus d'excuses. J'ai envoyé un faire-part par email, un SMS groupé, j'ai même créé un événement privé sur Facebook pour être sûr que tout le monde ait l'information. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes. Ma mère, nous ferons de notre mieux. Chloé est épuisée par la fête, mais nous savons que c'est important aussi. Mon père, je vérifierai mon agenda. Chloé, un simple emoji pouce levé. Amandine, je serai là, promis. Je viendrai même en avance pour t'aider.
Sa réponse était la seule qui ressemblait à un semblant de réconfort, même si une petite voix me disait de ne pas y croire. Le mardi matin, le ciel de Lyon était gris et bas. Un temps de deuil. Je me suis habillée comme une automate. À la chambre funéraire, j'ai attendu. J'ai regardé les fleurs arriver, envoyées par les collègues de Mathieu, ses amis d'université, nos voisins. Il y avait une immense gerbe de ses parents. Rien de ma famille. Pas une fleur, pas une carte. L'heure de la cérémonie approchait. 9h30, 9h45. Personne. Ni mes parents. Ni Chloé. Ni Amandine. Mon téléphone est resté silencieux. La cérémonie a commencé. J'étais assise au premier rang, entre les parents de Mathieu. Les chaises que j'avais réservées pour ma famille sont restées désespérément vides. C'était une blessure visible, une humiliation publique. J'ai pris la parole, la voix tremblante, pour parler de l'homme que j'aimais devant une assemblée de ses amis, de sa famille. Pas de la mienne. Alors que la cérémonie se terminait et que nous nous préparions à partir pour le cimetière, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Je n'aurais jamais dû regarder. Mais une pulsion morbide m'a forcé à le faire. C'était une story de Chloé. Une photo. Une photo prise il y a quelques minutes à peine. On y voyait ma famille au grand complet, attablée dans un restaurant étoilé pour un brunch de fiançailles. Mon père, ma mère, Chloé et son fiancé, et Amandine. Ils riaient tous, une coupe de champagne à la main. Leur visage était radieux. Et la légende, écrite en rose pailleté, célébrer ce qui compte vraiment avec ceux qui comptent vraiment. #famille avant tout #pas de drame. Le souffle m'a manqué. Ils n'étaient pas juste absents. Ils célébraient leur bonheur au moment même où j'enterrais le mien. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils dansaient sur la tombe de mon mari. Et ils le montraient au monde entier. La douleur a laissé place à autre chose. Une rage froide, lucide. Je les ai regardés sur mon écran, souriant à l'objectif, et j'ai compris. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était un acte de guerre. Le retour à la maison après le cimetière a été le moment le plus difficile. L'appartement était silencieux. Un silence de mort, littéralement. Chaque objet, chaque recoin me rappelait Mathieu. Son odeur flottait encore sur son oreiller. J'ai erré de pièce en pièce comme un fantôme, incapable de pleurer, anesthésié par le choc de la trahison. Quelques jours plus tard, alors que je commençais à peine à trier les papiers de Mathieu, j'ai reçu un email. L'expéditeur était Antoine, un jeune architecte qui travaillait avec mon mari. Je me souvenais de lui à l'enterrement, il avait l'air sincèrement dévasté. Le sujet de l'email était simple, vous devriez voir ça. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il y avait une pièce jointe, un fichier vidéo. Le message d'Antoine était court. Élise, je suis profondément désolée pour votre perte. Mathieu était le meilleur mentor que j'ai jamais eu. Il méritait le plus grand respect. J'étais par hasard au restaurant de Paul Bocuse pour un déjeuner d'affaires hier. Votre famille était à la table d'Axe en grave côté. J'ai filmé ça. Je suis désolée si cela vous fait du mal, mais je pense que vous devez savoir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à cliquer sur la vidéo. L'image est apparue, légèrement floue au début, puis s'est stabilisée. C'était bien eux. Attablés sur la terrasse, le soleil brillant sur les verres de vin. Ils avaient l'air si heureux, si insouciants. La qualité audio était étonnamment claire. C'était le fiancé de Chloé, Grégoire, qui parlait, portant un toast. Puis Chloé s'est levée, un peu éméchée, un sourire suffisant aux lèvres. Je veux tous vous remercier d'être là pour célébrer avec nous, a-t-elle commencé, sa voix portant dans tout le restaurant. Surtout mes parents, qui ont organisé cette fête incroyable malgré le drame de ma sœur. Un petit rire a parcouru la tablée. Le mot « drame » a été prononcé avec une pointe d'ironie, comme si mon deuil n'était qu'une pièce de théâtre de mauvais goût. Elle a continué, encouragée par l'attention. Sérieusement, Élise a toujours un problème. D'abord, elle se marie avec cet architecte fauché contre l'avis de tout le monde, et maintenant, il faut que sa maladie devienne le centre de l'attention en plein milieu de mes fiançailles.
Ma mère a posé une main sur le bras de Chloé, non pas pour la réprimander, mais dans un geste de soutien affectueux. Mon père a hoché la tête en souriant. Puis, la caméra s'est légèrement déplacée, et j'ai vu Amandine. Ma meilleure amie. Mon amie d'enfance. Elle a levé son verre. Chloé a raison, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Élise a toujours été la reine de l'exagération. Vous vous souvenez quand elle pensait qu'elle méritait d'être major de promo au lycée? Ou quand elle a fait tout un plat de sa remise de diplôme? D'autres rirent. Puis, ma mère s'est penchée vers Amandine, sa voix se faisant conspiratrice. Elle nous a appelés en pleine nuit, la veille de la fête. Paniqués. Disant que Mathieu était en train de mourir et qu'il fallait qu'on accourt tous. Le timing? Franchement, c'était tellement déplacé. J'ai arrêté la vidéo. Un haut-le-cœur m'a secoué. Je me suis précipitée vers la salle de bain, mais je n'avais rien à vomir. Mon estomac était vide, tout comme mon cœur. Ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était de la cruauté pure, distillée. Ils n'avaient pas seulement manqué l'enterrement. Ils s'étaient réjouis. Ils avaient ri de ma douleur. Ils avaient qualifié l'agonie de mon mari de « déplacé ». Ils avaient transformé ma plus grande souffrance en une anecdote amusante pour leur brunch du dimanche. La rage froide que j'avais ressentie au cimetière a commencé à bouillir, se transformant en une lave en fusion. La tristesse avait disparu, remplacée par une certitude glaciale. Ces gens n'étaient pas ma famille. C'étaient mes ennemis. Et alors que j'étais là, agenouillée sur le carrelage froid de la salle de bain, le souffle court, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. J'ai rampé jusqu'à la porte, j'ai regardé à travers le judas. Ils étaient là. Tous les quatre. Mon père, ma mère, Chloé et Amandine. Debout sur mon paillasson, avec des visages d'enterrement et des fleurs à la main. Le spectacle pouvait commencer. J'ai mis quelques secondes à me ressaisir. J'ai lissé mes vêtements, essuyé les traces de larmes que je ne savais même pas avoir versées. J'ai respiré profondément. Quand j'ai ouvert la porte, mon visage était un masque de calme. Leur surprise a été visible. Ils s'attendaient probablement à me trouver en pyjama, les yeux bouffis, dévastés. Pas cette femme qui se tenait droite dans l'encadrement de la porte, les regardant comme s'ils étaient des étrangers. Élise. Enfin, a dit ma mère en essayant de me prendre dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. Son geste est resté suspendu dans le vide. Un silence gêné s'est installé. Nous étions si inquiets, a continué mon père, prenant le relais. Il tenait une mallette en cuir à la main. Tu ne répondais pas à nos appels. Ils sont entrés sans y être invités, comme s'ils étaient chez eux. Chloé s'est affalée sur le canapé où Mathieu et moi avions passé tant de soirées. Amandine est restée près de la porte, incapable de croiser mon regard. Pourquoi êtes-vous là? Ai-je demandé, ma voix dénuée de toute inflexion. Nous sommes venus te soutenir, ma chérie, a dit ma mère, son ton se voulant doux et compréhensif. Et puis, ton père et moi devons discuter de quelques affaires de famille avec toi. Elle a jeté un regard vers la mallette. Juste quelques papiers à mettre à jour. J'ai eu un sourire. Un vrai sourire, mais il ne devait pas être beau à voir. Des papiers? Vous voulez dire les papiers qui me retirent de la succession familiale? Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Mon père a bafouillé. Mais, comment, ce sont des documents privés. Oui. Des documents sur mon héritage, que vous aviez l'intention de me faire signer le lendemain de l'enterrement de mon mari. Vous pensiez vraiment que je serais trop anéantie par le chagrin pour lire ce que je signais? J'avais en fait découvert le pot aux roses quelques semaines plus tôt. Mon père, dans sa précipitation, m'avait envoyé par erreur un email destiné à son notaire, avec les documents en pièces jointes. Une « clause de déshéritage », comme il l'appelait poliment. Tout devait revenir à Chloé. Le silence s'est à nouveau installé, lourd et accusateur. C'est Chloé qui l'a brisé, avec un haussement d'épaule exaspéré. Oh, ça va. On ne va pas en faire tout un plat. C'était juste une fête. Et puis, il était malade depuis des mois. Tu as eu le temps de te préparer. Je me suis tournée vers elle. Lentement. Son nom était Mathieu, ai-je dit,
ma voix soudainement tranchante comme du verre brisé. Tu te souviens de son nom, Chloé? Ou pour toi, a-t-il toujours été juste, cet architecte, ou le mari de ta sœur? As-tu prononcé son nom ne serait-ce qu'une seule fois depuis qu'il est mort? Elle est devenue blême. Pour la première fois, elle était sans voix. Vous parlez de drame, ai-je continué, mon regard balayant chacun d'entre eux. Vous voulez voir un drame? Je n'ai pas attendu leur réponse. Je me suis dirigée vers la télévision, j'ai branché mon téléphone. Et j'ai appuyé sur « Play ». La vidéo d'Antoine a rempli le silence de mon salon. Leurs propres voix, leurs propres rires, leurs propres mots cruels ont résonné contre les murs où Mathieu et moi avions construit notre vie. J'ai observé leurs visages se décomposer. La confusion a fait place à la gêne, puis à la honte, et enfin à la colère d'avoir été découvert. Le sourire suffisant de Chloé s'est effacé. Le masque de sollicitude de ma mère s'est fissuré. Mon père regardait ses chaussures. Seule Amandine pleurait silencieusement. Quand la vidéo s'est terminée, personne n'a bougé. L'air était irrespirable. J'ai éteint la télévision. C'est ça, votre famille, ai-je demandé. C'est ça, votre soutien? Rire de la mort de mon mari? Mon père a été le premier à retrouver sa voix. C'était, sorti de son contexte. Quel contexte, papa, ai-je rétorqué, la lave de ma colère montant enfin. Quel est le bon contexte pour se moquer d'un homme qui se meurt? Quel est le bon contexte pour qualifier ma douleur de « déplacée » J'ai regardé ces 4 personnes qui avaient défini toute ma vie. Pour la première fois, je ne les voyais pas comme des géants tout-puissants. Je voyais ce qu'ils étaient vraiment, des êtres petits, pathétiques, empoisonnés par leur propre ego. Et j'ai su, avec une clarté absolue, que je ne voulais plus jamais faire partie de leur monde. Dehors. Le mot est sorti de ma bouche, calme et définitif. Ils m'ont regardé, incrédule. Sortez de chez moi. Tous. Élise, sois raisonnable, a commencé ma mère, reprenant son masque d'adulte responsable. C'est là que j'ai explosé. Des années de frustration, de larmes ravalées, de colère contenue ont déferlé. Raisonnable? J'ai été raisonnable toute ma vie. J'ai été raisonnable quand vous avez préféré assister au récital de danse de Chloé plutôt qu'à ma remise de diplôme. J'ai été raisonnable quand vous avez qualifié l'homme de ma vie de « parti médiocre ». J'ai été raisonnable quand mon propre père m'a laissé me débattre dans des formalités administratives pendant que mon mari mourait. J'en ai fini d'être raisonnable. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte en grand. À partir de maintenant, c'est terminé. Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de sœurs. Et je n'ai certainement plus de meilleurs amis. Vous êtes des étrangers pour moi. Tu ne peux pas être sérieuse, a balbutié mon père, le visage décomposé. Nous sommes ta famille. La famille ne fait pas ça, ai-je crié. La famille se soutient. La famille se présente aux enterrements. La famille ne se moque pas de la douleur des siens. Vous avez échoué sur tous les plans. Amandine s'est approchée, le visage inondé de larmes. Élise, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais 20 ans d'amitié, ça doit compter pour quelque chose. Ça n'a compté pour rien pour toi quand tu as choisi une coupe de champagne plutôt que de me tenir la main pendant que j'enterrais mon mari, ai-je répondu, ma voix redevenant froide. Ça n'a compté pour rien quand tu as ri à leurs blagues cruelles. Il n'y a plus rien à sauver, Amandine. S'il te plaît, pars. Ils sont sortis un par un, comme des acteurs quittant la scène après une mauvaise pièce. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Chloé était indignée, comme si j'étais la seule coupable. Amandine était brisée. Ma mère a été la dernière à passer la porte. Elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi, ses yeux brillant d'une fureur froide. Tu le regretteras, Élise. Quand le chagrin sera passé et que la solitude s'installera, tu auras besoin de nous. Et nous ne serons pas là. J'ai eu un petit sourire triste. Non, maman. Je ne le regretterai pas. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai regretté pendant 32 ans. J'ai regretté d'avoir toujours essayé d'être la fille que vous vouliez que je sois, au lieu d'être moi-même. À partir d'aujourd'hui, les regrets, c'est fini. J'ai fermé la porte sur son visage stupéfait.
Je me suis appuyée contre le bois, et j'ai glissé jusqu'au sol. Et là, dans le silence de mon appartement vide, j'ai pleuré. J'ai pleuré la mort de mon mari. J'ai pleuré la perte de ma famille. Mais au milieu de ce torrent de larmes, j'ai senti quelque chose d'autre. Une sensation étrange, nouvelle. Une sensation de légèreté. Comme si on venait de m'enlever un poids de plusieurs tonnes des épaules. J'étais seule. J'étais dévastée. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Ce soir-là, j'ai fait 2 choses. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute spécialisé dans le deuil et les traumatismes familiaux. Et j'ai cherché sur Internet un groupe de soutien pour les jeunes veuves. Le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Il serait long et difficile, mais pour la première fois, je ne le faisais pour personne d'autre que moi. Je le faisais pour la femme que Mathieu avait toujours su que je pouvais devenir. Et pour moi. Enfin. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de douleur profonde et de libération intense. Le deuil de Mathieu venait par vagues, me submergeant aux moments les plus inattendus, en voyant son pot de confiture préféré au supermarché, en entendant une chanson que nous aimions à la radio. Mais le silence de ma famille était une absence constante, un bruit de fond qui ne me quittait jamais. Ma thérapeute, une femme douce et perspicace nommée Madame Girard, m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais. Elle m'a expliqué que je vivais un double deuil, celui de mon mari et celui de ma famille, d'origine. Elle m'a aussi parlé de ce sentiment de culpabilité que je ressentais parfois, la culpabilité d'être soulagée. Élise, m'a-t-elle dit, vous avez passé votre vie à essayer de garder une porte ouverte pour des gens qui la fermaient constamment à votre nez. Ce n'est pas un échec de votre part d'avoir enfin décidé de la verrouiller. C'est un acte de préservation. 4 mois après la mort de Mathieu, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire, vendre notre appartement de la Croix-Rousse. Chaque recoin était imprégné de nos souvenirs, et c'était à la fois beau et insupportable. J'ai trouvé un appartement plus petit à mon plaisir, un quartier que je ne connaissais pas, près d'un grand parc. Un nouveau départ. C'est en faisant les cartons de notre chambre que je l'ai trouvé. Glissé dans une vieille boîte à chaussures au fond de sa table de chevet, une enveloppe avec mon nom écrit dessus, de son écriture d'architecte, à la fois précise et élégante. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reconnu le papier à dessin qu'il aimait tant. Je me suis assise par terre, au milieu des boîtes, et j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. C'était une lettre. 3 pages écrites à la main, l'encre un peu tremblante par endroits, témoignant de la faiblesse de ces derniers jours. Ma chère Élise, mon amour. Si tu lis ces mots, cela signifie que je suis partie et que tu dois affronter le monde sans moi. L'idée est insupportable, et je suis infiniment désolée de te laisser. T'aimer a été la plus grande joie et le plus grand privilège de ma vie. Je sais que les jours à venir seront sombres. Je sais que la peine sera immense. Mais je t'écris aujourd'hui non pas pour te dire adieu, mais pour te rappeler qui tu es. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Je t'ai vu plier sous le poids du jugement de ta famille, mais je ne t'ai jamais vu te briser. Tu as toujours trouvé la force de te relever, de continuer à aimer, de continuer à créer. Je sais que tu as mis ton travail, ta passion, entre parenthèses pour prendre soin de moi. Ton talent est immense, Élise. Ne le laisse pas mourir avec moi. Ne laisse personne, et surtout pas les voix de ton passé, te dire que ce n'est qu'un hobby. C'est un don. Promets-moi de l'utiliser. Dessine. Crée. Construis quelque chose de beau à partir de cette douleur. Je sais que tu peux le faire. Construis-toi une vie entourée de gens qui voient ta lumière, pas de ceux qui essaient de l'éteindre. Tu mérites d'être célébré, pas seulement toléré. Je t'aimerai toujours. Au-delà du temps, au-delà de l'espace. Ton Mathieu. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude, de tristesse, et d'un amour si profond qu'il transcendait la mort elle-même. Je me suis relevée, j'ai essuyé mes joues. J'ai regardé les cartons autour de moi. Ce n'était pas la fin de ma vie. C'était le début d'une nouvelle construction. Mathieu ne m'avait pas seulement laissé des souvenirs. Il m'avait laissé un plan. Un plan pour reconstruire ma vie, sur des fondations plus saines, plus fortes. Et j'allais le suivre à la lettre.
La première année sans Mathieu a été une succession de premières fois douloureuses, notre premier anniversaire de mariage, son premier anniversaire, le premier Noël. Mais à chaque fois, je n'étais pas seule. J'avais ma nouvelle famille. Ses parents, qui m'appelaient chaque semaine. Mes amis du groupe de soutien, qui comprenaient mes larmes sans avoir besoin d'explications. Et Madame Girard, ma thérapeute, qui me guidait à travers le labyrinthe de mon deuil. J'ai recommencé à dessiner. D'abord timidement, puis avec une urgence que je n'avais jamais ressentie. Je dessinais ma douleur, ma colère, mais aussi mon espoir. J'ai ouvert une petite boutique en ligne pour vendre des impressions de mes œuvres. À ma grande surprise, ça a marché. Les gens se connectaient à l'émotion brute de mes dessins. C'était une petite victoire, mais elle était entièrement à moi. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille pendant près d'1 an. J'avais bloqué leur numéro, leur compte sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'un silence total pour pouvoir entendre ma propre voix. Puis, un jour, j'ai reçu un email d'une vieille tante avec qui j'avais gardé un contact distant. Elle m'a raconté les dernières nouvelles, pensant sans doute bien faire. Mon père avait eu une crise cardiaque. Rien de fatal, m'a-t-elle assuré, mais un avertissement sérieux. Le stress de son travail, disait-elle. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste une sorte de détachement froid. L'histoire de Chloé était plus spectaculaire. Ses fiançailles avec Grégoire avaient été rompues, et de manière très publique. Il s'est avéré que Grégoire n'était pas l'homme d'affaires irréprochable qu'il prétendait être. Mais la raison de la rupture était plus personnelle. Il avait découvert que Chloé le trompait. Pas avec n'importe qui. Avec l'un des principaux associés de mon père, un homme marié de 20 ans son aîné. Le scandale a été dévastateur pour l'image de ma famille dans leur petit cercle social d'Écully. La réputation, ce trésor qu'ils avaient passé leur vie à polir, était ternie. La fête de fiançailles somptueuse, celle pour laquelle ils avaient sacrifié leur fille et leur humanité, n'était plus qu'un souvenir embarrassant. Quelques semaines après avoir appris ces nouvelles, j'ai reçu un email. L'expéditeur était ma mère. Élise, j'espère que tu vas bien. Ton père a eu des problèmes de santé et nous traversons une période très difficile. La situation avec ta sœur est un cauchemar. J'imagine que tu as entendu les rumeurs. Dans des moments comme celui-ci, une famille devrait se serrer les coudes. Nous avons besoin de toi. Ton père est très affecté. Un mot de ta part lui ferait du bien. Maman. J'ai lu et relu cet email. Le même schéma. Leurs problèmes, leurs besoins. Pas un mot sur Mathieu. Pas un mot d'excuse. Il ne demandait pas pardon, il demandait de l'aide. J'ai réfléchi pendant une journée entière à ce que j'allais faire. Une partie de moi, la vieille Élise, voulait répondre, apaiser, aider. Mais la nouvelle Élise, celle que Mathieu avait aidée à naître, savait ce qu'elle devait faire. Je suis allée sur le site de la Fondation pour la recherche médicale. J'ai fait un don de 500 € à la recherche sur les maladies cardiovasculaires, au nom de Mathieu. Puis, j'ai transféré le reçu du don à l'adresse e-mail de ma mère. Sans aucun message. C'était ma seule réponse. Une frontière claire, nette et infranchissable. Ils avaient semé le vent, ils récoltaient la tempête. Moi, j'étais occupée à cultiver mon propre jardin. Et pour la première fois, il commençait à fleurir. 2 ans. 2 ans que Mathieu était parti. Le chagrin était toujours là, mais il avait changé. Ce n'était plus une vague qui menaçait de me noyer, mais un courant sous-jacent, une présence constante qui faisait partie de moi. Ce jour-là, pour le 2e anniversaire de sa mort, je suis allée au cimetière. Le soleil d'automne était doux. J'ai apporté un bouquet de fleurs sauvages, celles qu'il préférait. Je me suis assise sur le petit banc que j'avais fait installer en face de sa tombe. Le silence était paisible. J'ai parlé à Mathieu, comme je le faisais souvent, lui racontant mes petites victoires, ma boutique en ligne qui grandissait, les nouveaux amis que je m'étais faits. C'est alors que j'ai vu une silhouette s'approcher dans l'allée. Une silhouette familière. Mon cœur s'est serré. C'était Amandine. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, l'air hésitant, tenant un petit bouquet de roses blanches. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée.
Les vêtements à la mode avaient été remplacés par un simple jean et un pull. « Je peux revenir plus tard » a-t-elle dit d'une voix basse. « Non, c'est bon. »« Tu peux rester » ai-je répondu, surprise par mon propre calme. Elle s'est approchée timidement et a déposé ses fleurs à côté des miennes. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. « Je viens chaque année » a-t-elle finalement murmuré. Le jour de son anniversaire et le jour de « enfin » aujourd'hui. Je ne pensais pas te voir. Je me suis tournée vers elle, vraiment curieuse. Pourquoi? Elle a eu du mal à croiser mon regard. Pour me souvenir. Pour ne jamais oublier l'erreur la plus horrible de ma vie. Et pour lui demander pardon. Même s'il ne peut pas m'entendre. Pour la première fois depuis 2 ans, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la culpabilité dans ses yeux, une culpabilité sincère. Je suis désolée, Élise, a-t-elle continué, les larmes commençant à couler sur ses joues. Il n'y a pas d'excuse. Rien de ce que je pourrais dire ne pourra effacer ce que j'ai fait. Ou ce que je n'ai pas fait. Elle m'a raconté ce qui s'était passé après. Après la rupture de Chloé, ses parents avaient cherché un bouc émissaire. Et ils l'avaient trouvé. Ils l'ont accusé d'avoir eu une mauvaise influence sur Chloé, de l'avoir encouragée dans sa liaison. C'était absurde, mais c'était leur façon de ne jamais admettre leur propre tort. C'est là que j'ai compris, a-t-elle dit. Ce n'était pas juste Chloé. C'était tout le système qui était toxique. Et j'en faisais partie. Elle m'a avoué quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. J'étais jalouse de toi, Élise. J'étais jalouse de ton talent. J'étais jalouse de ton courage. Et par-dessus tout, j'étais jalouse de ton amour avec Mathieu. C'était si vrai, si pur. Moi, tout ce que j'avais, c'était la validation de Chloé et de tes parents. Et j'avais tellement peur de la perdre que j'étais prête à tout. Y compris à te perdre, toi. Ces mots étaient un baume inattendu sur une blessure que je pensais cicatriser. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication. Une explication humaine, pathétique et terriblement triste. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle ajouté. J'apprends à m'aimer un peu plus, pour ne plus avoir besoin de l'approbation des autres. Je suis restée silencieuse, laissant ces paroles infuser. La haine que j'avais ressentie s'était évaporée depuis longtemps. À sa place, il n'y avait plus qu'une immense lassitude. Je te remercie pour tes excuses, Amandine, ai-je dit doucement. J'espère que tu trouveras la paix. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avant de nous séparer. Pas de promesse de se revoir. Pas de retour en arrière possible. Mais une porte, qui avait été violemment claquée, était maintenant légèrement entr'ouverte. En quittant le cimetière, je me sentais plus légère. Pardonner ne voulait pas dire oublier. Ça ne voulait même pas dire se réconcilier. Ça voulait juste dire accepter de déposer un fardeau qui était devenu trop lourd à porter. Et continuer à avancer. Ce soir-là, ma maison était remplie de lumière et de rire. J'avais organisé un petit dîner. Pas pour une occasion spéciale. Juste pour être ensemble. Autour de la table, il y avait les parents de Mathieu, qui étaient devenus comme mes propres parents. Il y avait Madame Dubois, ma vieille voisine de la Croix-Rousse qui avait insisté pour venir en bus. Il y avait Sarah et David, un couple que j'avais rencontré dans mon groupe de soutien. Et quelques autres amis chers. L'odeur du bœuf bourguignon, le plat préféré de Mathieu, flottait dans l'air. C'était une recette de sa grand-mère, et la préparer était ma façon de le garder vivant parmi nous. En regardant les visages souriants autour de ma table, j'ai eu une prise de conscience soudaine et puissante. C'était ça, ma famille. Pas celle définie par le sang, les contrats ou les obligations sociales. Mais celle définie par la présence, le soutien et l'amour inconditionnel. La famille que j'avais choisie. Ou peut-être, la famille qui m'avait choisi. Le père de Mathieu a levé son verre. Ses yeux brillaient. À Mathieu, a-t-il dit, sa voix chargée d'émotion. Et à Élise, la femme incroyablement forte qu'il a aimée plus que tout. Tout le monde a trinqué. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de pure joie. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon petit jardin. J'ai regardé les étoiles.
J'ai pensé au chemin parcouru. La femme brisée qui se tenait seule dans un cimetière 2 ans plus tôt semblait être une autre personne. J'avais survécu à la trahison, à l'abandon, à un chagrin qui aurait pu me détruire. Et je n'avais pas seulement survécu. J'avais prospéré. J'avais appris la leçon la plus importante de toutes, la famille n'est pas quelque chose que l'on subit. C'est quelque chose que l'on construit. Si vous qui regardez cette vidéo êtes aux prises avec des relations familiales toxiques, si vous vous sentez seul face à un deuil ou une épreuve, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et vous méritez d'être entouré d'amour, de respect et de gentillesse. La guérison est possible. Ce n'est pas un chemin facile ni rapide, mais vous pouvez construire une vie remplie de liens authentiques. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui vous ont blessé? Comment avez-vous trouvé le courage de vous faire passer en premier? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de résilience et de guérison. Rappelez-vous toujours, la famille que vous choisissez peut avoir bien plus de valeur que celle dans laquelle vous êtes né. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé et j'ai murmuré pour moi-même, et pour lui. Merci de m'avoir aimé, Mathieu. Merci de m'avoir montré ce que je méritais. Je construis une vie magnifique, exactement comme tu l'aurais voulu. Une brise légère a agité les feuilles des arbres, et un instant, je me suis senti embrassée. Pas seule. Plus jamais vraiment seule.